Alors, on fait des propositions dans le cadre de ce livre. Et la première série de propositions se situe à l'échelle des objectifs constitutionnels. Des objectifs qu'une nation se donne et qu'on cherche à atteindre par la loi et de manière plus générale par l'action gouvernementale. Et donc là, on pense à deux objectifs qui sont fondamentaux, et fondamentaux parce qu'ils sont liés à l'intérêt justement fondamental de toute nation, qui est de persévérer dans sa propre existence. Bon, autrefois, cette persévération dépendait de facteurs purement horizontaux, c'est-à-dire d'interaction entre les différents États, les différentes nations. Aujourd'hui, c'est inséparable du relais par ce tiers qu'est justement la biosphère. Et donc, l'état à venir de la biosphère va vraiment conditionner la coexistence pacifique des États, voire leur existence physique. Si l'on veut résumer à l'extrême l'enjeu de l'ensemble des problèmes d'environnement qu'on connaît, c'est la réduction des coûts humains, c'est la partie en permanence habitable par les hommes sur cette terre, et puis la qualité possible de cet habitat. Bon, et il est clair que si vous dégradez les deux, la coexistence entre les nations va devenir quelque chose d'assez complexe. Et puis, dans le même ordre d'idée, il y a un deuxième objectif constitutionnel, c'est qu'effectivement, on l'a vu, on va être confronté quand même à une pénurie de ressources qui sont pourtant nécessaires à nos activités économiques. Et donc, alors je ne sais pas si on y arrivera, mais sans concertation internationale, sans gestion concertée internationalement de ces ressources, c'est le baston obligatoire. Je ne vois vraiment pas comment on s'en sort autrement. Donc, l'idée, c'est pour que ces deux objectifs ne soient pas lettre morte, compte tenu du degré de culture, et ce n'est pas une critique qu'on peut leur faire à nos élus, à nos parlementaires, il est nécessaire de les doter d'un instrument nouveau. Donc, on a repris l'idée à Pierre-Rosan Vallon d'une académie du futur, composée pour une grande part de scientifiques en activité, j'insiste là-dessus, qui maintiendrait un très bon degré d'information des différentes autorités publiques sur le sujet. Ensuite, deuxième institution, ou troisième volet, après les deux objectifs constitutionnels. Donc, deuxième institution, c'est, dans un système bicamériste, imaginez que la Chambre haute change de fonction et qu'elle soit là pour assurer la prise en compte du long terme, qui est très souvent contradictoire avec la gestion des intérêts à court terme. Et l'idée, c'est de dédier en quelque sorte un personnel spécialisé à cette fonction. Donc là, on va prendre une des propositions qu'on donne. C'est-à-dire, alors, quand on demande à des ONGE d'établir une liste d'aptitudes, mais ce n'est pas eux-mêmes qui vont mettre dedans. C'est-à-dire, ils vont désigner des personnalités qualifiées à des degrés différents qu'on peut trouver dans des organismes différents, mais beaucoup, par exemple, d'académiques. Pour, par exemple, 2/3 de cette chambre et 1/3, on pourrait avoir du citoyen lambda avec un mode de désignation qui est celui qu'on utilise pour les conférences de citoyens à la française, donc avec la méthodologie que les Français ont retenue en général. Et donc cette chambre aurait deux fonctions. Il est clair que ce n'est pas une chambre législative, elle ne peut voter aucune loi, mais elle a une fonction à l'amont qui est de songer à de grandes réformes structurelles, notamment sur le plan fiscal, mais pas seulement, sans entrer dans les détails, parce que quand on rentre dans les détails, on voit qui ont avantage, qui ont des avantages, et là, on rentre dans un jeu classique, droite-gauche, il ne s'agit pas de critiquer, il est consubstantiel à nos démocraties. Et la deuxième fonction possible, c'est une fonction de veto, mais que cette Chambre ne peut pas exercer seule, s'il lui paraît qu'une loi votée par le Parlement est contraire à un de ces deux objectifs constitutionnels, alors elle doit avoir l'accord des différentes conférences de citoyens, on ne peut pas rentrer dans les détails, pour pouvoir opposer son veto et demander au Parlement de réexaminer la loi qui avait été votée. Donc, voilà en gros ce qu'on essaie. Alors si on regarde les choses en détail, on va dire quoi, du type des ONGE, etc. Non, je suis vraiment désolé, mais en général, quand c'est très technique, la loi, c'est pas les députés qui la font. Ils sous-traitent à des cabinets qui traitent les aspects techniques. Donc là, simplement, on fait rentrer dans une des chambres des personnalités qualifiées, reconnues pour leur engagement, etc. Bon, voilà, ils ne peuvent avoir qu'un mandat de toute façon. Alors après, il faut trouver des processus pour qu'ils travaillent dans la plus grande transparence possible, mais tout simplement parce qu'eux, effectivement, ils vont vraiment jouer le rôle d'un contre-lobbying efficace, ce que n'arrivent pas à faire nos parlementaires. Puis on pourrait... En gros, juste pour résumer vite fait, il y a plusieurs axes de proposition. C'est modifier la Constitution. Pour introduire des objectifs fondamentaux. Ensuite, créer une académie du futur qui serait là pour donner un peu la marche à suivre, en tout cas
Pas la marche à suivre, éclairée, voilà, simplement éclairée. Non, pas donner la marche à suivre, elle n'intervient jamais sur les choix politiques. Elle dit voilà, voilà où on en était, voilà où on en est en termes de ressources, en termes de changement climatique, etc. Si on émet tant à l'échelle mondiale d'émissions de gaz à effet de serre, ça donne ça. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc l'Académie du futur qui regrouperait un peu cette fonction-là. Et enrichir le Sénat de personnalités qualifiées. Donc après, effectivement, le mode de désignation est encore à état de proposition, et qui aurait un veto sur les lois courantes. D'accord. Donc ça, c'est les propositions que vous faites, et donc qui sont censées répondre aux problèmes inhérents à la représentation moderne, bien sûr. Et donc, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est, vous le développez d'ailleurs dans votre livre, c'est que vous distinguez deux fonctions de la science, qui est la science éclairante, donc qui est là pour analyser en fait les données, donner son avis sur des faits précis, et la science agissante qui elle a plus un rôle agissant, c'est-à-dire de changer la vie des gens, plus créer des objets, elle débouche sur des objets. Voilà. Ça débouche sur des objets. En quoi cette distinction elle est importante, et comment on peut la rendre en pratique applicable, c'est-à-dire que effectivement dans ces chambres, par exemple l'Académie du futur, il faudrait idéalement que des personnalités qui assureraient la fonction éclairante de la science. Tout à fait. Cela dit, il pourrait aussi intervenir sur des objets agissants, mais de façon un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que cette assemblée pourrait donner un avis sur telle ou telle technique de géo-ingénierie, par exemple. C'est pas impossible. Voir sur telle ou telle technique qui pourrait être puissante, etc. Ce ne serait pas du tout une chose impossible. Oui, alors, bon, comme toujours, ce genre de distinction, il ne faut pas le prendre trop au pied de la lettre, sinon il vole en éclats. Mais je crois qu'une chose est de produire des objets. Donc, quand vous produisez des objets, vous interférez avec la vie quotidienne des gens. C'est eux qui vont être les usagers de ces objets. Ces objets peuvent avoir une incidence extrêmement importante sur leur vie économique, sur les valeurs, etc. Et donc là, on imagine bien qu'on ne voit pas pourquoi il reviendrait aux seuls scientifiques, ou même plus largement au seul marché, de prendre la décision d'avoir une telle influence sur la vie quotidienne des uns et des autres. On peut très bien, au moins dans l'idéal, imaginer que dans un système où justement on serait très attentif aux conséquences environnementales et sociales des techniques, que le citoyen lambda ait son mot à dire, quitte à ce qu'on peut imaginer des expériences, etc. Mais en tout cas, on est dans un cas, on va immédiatement, avec la mise sur le marché d'un certain nombre d'objets, interférer avec les valeurs, interférer avec des intérêts économiques, etc. Donc là, on est dans la science agissante, et donc elle existe, elle est très importante, elle nous rend beaucoup de services. Simplement, on peut bien imaginer que dans ce domaine-là, le marché ne soit pas le seul à intervenir. Si on regarde par exemple, c'est d'ailleurs déjà ce qu'on fait, si on prend les aspects bioéthiques, etc., par définition, le législateur va limiter, va dire telle chose est interdite, etc. On est déjà dans un jeu très classique, en fait, et on recourt, par exemple, à différentes instances pour éclairer le législateur sur cet aspect-là. Lorsqu'on est sur la science éclairante, on passe pas par la médiation d'objets. Alors, on passe évidemment, on va utiliser des techniques extrêmement sophistiquées, mais parvenir à connaître aujourd'hui le degré de concentration en termes de ppm de CO2 dans l'atmosphère, savoir quel est l'historique de l'évolution du CO2, c'est en quoi il interagit avec la température moyenne, avec les épisodes extrêmes climatiquement parlant, etc. Bon, ça, on est dans ce qu'on appelle la science éclairante. Lorsqu'on produit cette connaissance-là, on ne produit pas d'objet. Et donc, alors, on peut pas exclure, bon, c'est la thèse de Calon, Latour, etc., que dans certains domaines, l'amateur puisse intervenir, mais ça ne change rien du tout, parce que l'amateur qui va intervenir, il sera en tout aussi petit nombre. Statistiquement, ça ne change rien du tout par rapport à la science classique. Là où, au contraire, on va beaucoup plus faire appel aux gens, c'est par exemple quand on va mettre sur pied les techniques médicales, etc., parce que là, on voit bien que l'interaction avec l'usager, entre guillemets, alors, est extrêmement forte. Et les scientifiques eux-mêmes vont être demandeurs.
On est simplement dans ce jeu-là, hein, c'est un simple éclairage pour montrer qu'on a affaire aux deux. Et autant lorsque on va interagir avec des objets, eh bien, chaque citoyen doit être consulté pour savoir quel est le degré de concentration en ppm de CO2. C'est pas une question qui intéresse le citoyen. Et si tous les citoyens, mais alors les pauvres, ils devraient déjà tous sortir de l'X, etc. Non, c'est idiot, on va demander ça. D'accord. Et au niveau des... Bon, c'est une question un peu subsidiaire, mais au niveau des subventions, comment justement on essaye comment on peut s'assurer que cette science éclairante n'est pas biaisée, entre guillemets, tributaire de... Parce que dans le fonctionnement, il y a toujours de subventions qui sont accordées à tel ou tel domaine, par exemple, qui peuvent influencer aussi l'état de nos connaissances sur tel ou tel domaine. Est-ce que... C'est pas évitable en termes absolus, ouais. C'est archi clair, ça, je crois. Je veux dire, il faut se faire aucune illusion là-dessus. Simplement, si on regarde l'histoire du lobbying qu'on a connu ces dernières années sur certaines questions, comme l'amiante, comme le tabac, etc., au bout du compte, les lobbyistes ont toujours tort. Ils arrivent à retarder l'action de l'État sur tel ou tel choix, mais ils n'arrivent jamais à l'annihiler. Et ce sera la même chose pour le climat. Donc, vous ne pouvez pas manipuler des milliers de laboratoires. Et alors en plus, souvent dans ce type de recherche, je dis bien souvent, hein, le financement public est quand même en général quasi exclusif. Bon, il y a bien Exxon qui veut financer, en ciblant quand même un peu le financement, mais en général le financement est quand même plutôt public. Alors vous savez, c'est vrai, le diable est dans les détails, c'est vrai, vous pouvez jamais assurer un système qui marcherait parfaitement. Mais il aura probablement des ratés. Mais au bout du compte, si on regarde l'expérience du siècle passé et de la décennie passée, on s'aperçoit que toutes les tentatives pour contrecarrer finissent toujours par échouer. Mais elles font perdre énormément de temps et donc elles font perdre des vies humaines. Oui. Vous pensez que c'est vraiment possible de séparer ces deux sciences Est-ce qu'un individu peut passer de l'un à l'autre ou comment... Ah oui, évidemment, sans aucun problème, un individu peut passer de l'un à l'autre. Il y a de la porosité entre... Il y a une certaine forme de porosité, et simplement là, c'est souvent associé aux disciplines. L'astrophysique, c'est plutôt une discipline éclairante. La climatologie est plutôt une discipline éclairante. Et je veux dire, la génétique moléculaire, c'est entre les deux, par exemple. Par exemple, là, vous avez un cas beaucoup plus délicat, pas beaucoup moins simple. Donc ça, je ne vous ai jamais dit qu'on arriverait à faire comme ça. Alors, Dieu merci, dans les domaines que j'ai mis en avant, qui sont des domaines plutôt le climat, voire l'écotoxicologie, etc., on arrive avec un peu plus de bonheur à séparer. C'est vrai que ça marche pas à tous les coups. On est un peu dans le même problème que celui que se posaient les Grecs. Hein. À partir de combien de cheveux on est chauve, ça c'est sûr. Répond à la question assez délicate, mais on voit très bien la différence entre un chauve et un chevelu. Ça. Bon, voilà, là, grosso modo, on pourra bien faire la différence, même si vous avez des marges qui sont réelles et qui sont très variables selon le domaine. Il y a des domaines où la marge est énorme. Hein, et il faut vraiment arriver aux extrêmes pour bien le distinguer. Il y a des domaines où non, la marge est très petite et la distinction est assez facile. Des domaines qui n'ont pas vocation à créer des objets. Oui, il y a des domaines qui n'ont aucune vocation à créer des objets. Voilà.